Est-ce que tu as eu l'impression de ne pas avoir le choix que de quitter ta zone de confort chez toi pour ta profession ? Complètement. En fait, c'était pas possible pour moi déjà dans le sud d'être actrice. Enfin, en tout cas, quand j'en parlais, c'était les gens me disaient c'est pas un vrai métier. Enfin, c'est impossible. On avait personne autour de nous, que ce soit dans ma famille, même mes amis. On avait personne autour de nous de référence commune pour se dire ah oui. C'est un métier possible. Enfin, évidemment, il y avait les stars qu'on voyait à la télévision, mais c'était pour nous inaccessible. Je veux dire, au lycée, on n'en parlait pas comme un métier. D'ailleurs, tout métier artistique était assez loin de nos considérations, de nos rêves, en fait. On se permettait pas, je pense, d'y rêver. Et donc, c'est vrai que quand j'ai voulu être actrice, je me suis dit que le seul moyen pour le faire, c'était d'être à Paris. Et ça a été un arrachement, ça a été un déchirement, parce que j'étais très, très bien là-bas, puisque c'est, j'allais dire mon pays, c'est une sorte de lapsus, mais c'est une sorte de pays quand même. Narbonne, c'est vraiment près de l'Espagne. Pour moi, c'est tellement différent d'ici. Et en fait, j'ai dû perdre mon accent, j'ai dû me conformer à une sorte à des codes sociaux que je connaissais pas. J'ai mis peut-être 10 ans à les apprendre. Aujourd'hui, je me sens enfin à l'aise, mais ça a été dur parce que je suis tombée sur des professeurs qui me disaient si tu parles avec ton accent du Sud, tu joueras toujours les servantes dans les pièces de théâtre, mais jamais les rôles principaux. Et voilà, et là, un peu l'ironie du sort, c'est que là, j'ai travaillé récemment avec un réalisateur marseillais qui s'appelle Robert Guédiguian. Donc, en fait, je reviens sur mes terres natales aussi, parce que j'ai beaucoup de familles qui viennent de Marseille. Mais oui, j'étais obligée de m'arracher à une sorte de zone de confort. Je suis montée toute seule à Paris, sans connaître personne, voilà, avec très peu d'argent, suite à un stage d'accès où j'ai été acceptée dans cette école. Et j'ai dû, voilà, me reconstruire. Et maintenant que je pense à ça, je me dis quand même que je suis assez fière de moi de l'avoir fait, parce que je trouve ça courageux, presque kamikaze, quoi. Voilà. Après, j'ai été très bien entourée par ma famille, c'était chouette. Mais par exemple, j'ai rompu, entre guillemets, avec mon groupe de potes, parce qu'après, quand tu rentres dans le Sud, il y a un truc où tu es considéré comme quelqu'un d'arrogant aussi, parce qu'il y a ce complexe social aussi, que ce soit social et même identitaire de la Parisienne qui, du coup, a une sorte de mépris. Alors que pas du tout en fait, hein, mais parce que j'avais perdu mon accent, donc j'étais plus non plus accueillie auprès des miens, donc c'était tout un truc très difficile à vivre. On fait tous le même récit, les gens qui viennent pas de Paris, justement, qu'en fait, quand on rentre chez nous très souvent, et c'est trop bizarre, c'est un jour je l'ai tilté avec mon mec qui vient de l'autre bout de la France, mais peu importe, il vient aussi de zones qui ne sont pas Paris, et qu'en fait, il y a une discussion qui revient très souvent avec les gens. C'est qu'ils te disent ah mais tu viens de Paris, ah mais moi je pourrais pas, alors qu'en fait t'as rien dit, t'as pas demandé. Tu venais pas débattre sur ça, et peut-être potentiellement toi non plus tu peux pas, et en fait il y a un truc où les gens veulent te prouver que eux ont fait le bon choix. Totalement. Et c'est un truc de fou, parce que en fait on se permettrait pas l'inverse. Ouais. Et je pense que toi comme moi, vu les endroits dont on vient, peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on a trouvées à Paris, notamment le respect des femmes à tout hasard. Exactement. Enfin, même si c'est pas du tout parfait ici, voilà, mais en tout cas c'est déjà mieux que chez nous. Et ben on leur laisse aussi, tu vois. Et en fait, il y a toujours ce truc où on doit accepter que les gens nous expliquent pendant 30 minutes pourquoi ils pourraient pas le métro et pourquoi ils pourraient pas machin. Mais oui, mais nous non plus, mais on n'a pas le choix, quoi. Imagine, tu vis dans un 9 mètres carrés. Mais c'est ça. Moi, j'ai 80 mètres carrés. Mais à Limoges, oui, pour 100 € de moins que toi. Et non, ça, c'est un truc de fou, parce qu'à chaque fois que j'en parle, la moitié des commentaires, c'est ça. C'est en mode, en gros, mais complètement débile d'habiter là-bas, tout ça pour habiter sur Paris. Tout ça pour dire que tu habites dans Paris. Comme si je faisais ça pour les caméras. Non, c'est juste que... Qu'est-ce qui t'attire à Paris Qu'est-ce qui justifie tout ça? Comment tu réponds à ces commentaires? Moi, je réponds rarement parce qu'en fait, voilà, j'estime qu'effectivement, j'ai mes raisons et j'ai pas besoin de les expliquer pour justifier le fait que j'habite là. J'ai demandé à personne d'habiter à ma place et de payer 500 € pour habiter dans 9 mètres carrés. Je conçois évidemment que beaucoup de personnes ne puissent pas l'envisager et que ça rentre pas dans leur mode de vie, tout simplement. Mais c'est vrai que, en fait, au-delà de ne pas être d'accord, il faut qu'ils expriment la haine qu'ils ressentent vis-à-vis des personnes qui vivent un mode de vie différent d'eux, qui est rarement justifié. Et j'ai du mal encore à comprendre. En fait, le truc, c'est qu'il y a un rejet très fort de la capitale dans le reste de la France, qui est légitime pour plein de raisons, parce qu'il y a vraiment une centralisation de tout et un mépris quand même de la province qui est hyper fort, je trouve. Mais dans le même temps, ils le font toujours à nous, qui avons dû nous
nous expatrier entre guillemets de nos régions pour aller là-bas parce que parfois on n'a pas eu le choix et tout. Et c'est nous qui prenons dans la tête ça, alors que déjà les Parisiens nous font sentir qu'on n'est pas de chez nous. Et effectivement, le truc d'effacement des accents, je l'ai vécu aussi. Maintenant, je l'ai repris allègrement. Enfin, j'essaie plus de le perdre à chaque fois que je reviens de la maison. Mais au début, oui, j'ai complètement effacé aussi. Et même les gens ils sont encore en mode ah tu dis Rose, c'est trop marrant. Bah oui, c'est bon. Enfin, on va pas en rire à chaque fois. Enfin, allez, ça existe. C'est fou, hein, franchement. Enfin, bref, on va pas parler de Paris. On va s'en sur ça tout le temps. Est-ce que attendez, je suis perdue dans mes questions. Excusez-moi, c'est parce qu'on est parti dans ce truc de zone de confort. On a dévié. On a dévié, mais c'est le but de cette émission. C'est pour ça qu'elle s'appelle Tunnel. Est-ce que vous avez déjà fui une opportunité? Je t'ai un peu posé cette question tout à l'heure, Yann. Simplement parce qu'elle vous faisait peur et que l'habitude dans laquelle vous étiez à ce moment-là, c'était quand même plus confortable plutôt que de prendre le risque de partir vers quelque chose de nouveau. Kim, toi, quand tu acceptes un projet comme le consentement, qui est quand même un truc super lourd, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Enfin, je sais que c'est toi qui es allé au casting et tout, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vas vers ça? Il y a un truc, mais pardon, je l'ai dit plein de fois, hein, mais parce que c'est la seule formule que j'ai trouvée pour exprimer à peu près justement ce que je ressens, mais il y a un endroit où le sujet est tellement plus fort que ta petite personne, que du coup il y a un endroit où c'est absolument impossible pour moi de débattre si oui ou non mon confort sera que alors que je vais venir raconter une histoire vraie qui a tellement besoin d'être entendue. Donc non, je me suis jamais posé cette question-là. Après, je suis quelqu'un, comme on a compris, de terrifié de beaucoup de choses. Maintenant, je sens que ça n'a jamais été un frein. C'est souvent nourri par putain, est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Putain, c'est souvent des regrets, le truc, tu vois, où tu vas te coucher le soir et que t'es là, genre, j'ai pas l'argent de payer mon loyer, je sais pas si le fait d'accepter Sim c'était une bonne idée, et là, je sais pas si... Et donc, c'est plus ruminer des choses. Mais ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Et je pense au contraire que plus j'ai peur, plus ça veut dire que je connais pas, plus je connais pas, plus ça veut dire qu'il faut que je découvre, et plus j'en grandirai quelque part à un moment. Et du coup, en tant qu'actrice, t'essaies d'aller plus donc vers des rôles qui sont qui sortent justement d'un certain rôle, plutôt que de rester l'actrice qui incarne. J'essaye, enfin en tout cas j'essaye de. Tu sais, tout le monde m'a dit après le consentement, fais gaffe parce que là si derrière tu refais un autre film engagé. Engagé, tu seras catégorisée comme l'actrice engagée. Génial. Ah ouais. Avec très grand plaisir en fait. Je crois pas que, enfin tu vois, il y a pas de mettez-moi toutes les boîtes que dans tous les cartons que vous voudrez. En fait c'est pas grave. Et si un jour j'aurais envie d'en sortir, j'en sortirai. En attendant, c'est quand même une immense chance de pouvoir essayer de faire passer le plus de messages possible. Après tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, juste après j'ai fait Franck Dubosc parce que j'adore Franck et que j'ai adoré travailler avec lui et travailler avec ce casting de dingue. Et pareil, quand on travaille avec Franck Dubosc, on vient pas nous dire ah oui mais attends, en fait là tu pars sur du cinéma populaire, c'est dangereux pour ton image. Si on me l'a dit, grave. Parce qu'il y a vachement cette opposition qui j'ai du mal à comprendre toujours. Je suis vraiment pas cinéphile et j'en apprends beaucoup d'ailleurs via cette émission et les questions que je peux poser sur ça, mais j'arrive pas à comprendre cette espèce d'opposition entre cinéma populaire et cinéma d'auteur, parce qu'il n'y a pas des oppositions aussi franches dans la musique, même si évidemment il y en a. Bah, je crois que c'est un peu comme acteur de télé ou acteur de cinéma. Moi, on m'a toujours dit t'es pas assez belle pour la télé et peut-être que t'es assez moche pour le ciné. Enfin, on a toujours eu j'ai toujours reçu énormément de commentaires comme ça, parce qu'au début j'avais fait Plan B sur TF1 et on m'a toujours dit t'es pas assez jolie pour rester à la télé, essaye le cinéma parce que t'es un peu plus abîmée, donc peut-être que ça plaira plus là-bas. C'est horrible de dire ça. Qui te disait ça? Beaucoup de gens, à beaucoup de castings ou à beaucoup de producteurs que je rencontrais et c'est en fait, je pense que malheureusement on apprend à prendre ce qu'on te dit et à en chier un peu et ensuite à apprendre à répondre correctement à ça. Et je crois qu'il y a ce même genre de snobisme un peu étrange entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur. Je crois qu'il y a à peu près ce truc-là et c'est ce que Franck a trop bien exprimé au César cette année. Enfin, sa prise de parole au César, c'était quand même un monologue entier alors je sais qu'on parle pas trop des comédies au César, mais... Et en fait, en ça, c'était absolument brillant, hyper au bon endroit, hyper juste. Et oui, sûrement qu'il y a un snobisme un peu inhérent. Moi, on m'a beaucoup dit, t'es sûr de passer du consentement à Franck? Et en fait, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant, mais j'ai adoré le film de Franck et merci infiniment, et qui pleuraient d'émotion de ça. L'émotion, elle se situe partout, ça n'a aucun sens
Puis t'as un peu ce délire aussi de on veut pas des films que tout le monde puisse comprendre. Parce que c'est comme le tube musical du coup qui est trop entendu. Ah non, mais attends, on l'entend au supermarché, c'est écouté par machin, je veux pas écouter ça, c'est pas assez stylé. Enfin, on connaît tous des gens qui, dès que ça dépasse 500 écoutes sur SoundCloud, ça leur va plus, c'est plus niche. Mainstream. C'est ça. Et il y a ce truc du mainstream, je trouve ça assez fort justement que. Ouais. C'est très étonnant. Et après, en même temps, c'était un des tournages où j'ai eu le plus de kiff et où j'ai le plus rié, où j'ai appris énormément. Franck, c'est un metteur en scène, c'est un chef d'orchestre. Donc c'était hyper agréable de travailler avec lui et j'ai appris autant que j'apprendrais sur plein d'autres plateaux. Et mon travail, c'est pas de me cantonner à un genre, c'est de me cantonner à des rôles que j'ai envie de travailler et d'explorer, quoi. Charlotte, via TikTok, justement, on peut beaucoup explorer quelles sont les tendances, quelle est la culture populaire en termes de référence là actuellement dans vraiment ce qui fonctionne et ce qui plaît aux gens. On voit de plus en plus de vieilles chansons françaises revenir. À quoi t'attribues ça justement, le fait que on soit plus sur de l'ultramodernisme et que les gens peut-être aient besoin de trucs un peu rassembleurs? Oui, il y a peut-être un peu ce côté justement zone de confort et rassurant. Après, j'ai l'impression que c'est un peu un cycle perpétuel, mais que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, toutes les trends sont un cycle, repartent et reviennent, comme les ballerines par exemple. C'est vrai. Mais oui, je pense qu'il y a cet attrait pour le vintage. Et peut-être que il y a aussi ce côté rassembleur. On peut écouter une musique avec ses parents et on connaît les deux versions. Mais ouais, non, je dirais que c'est assez. À quoi t'attribues, toi, Yann, en sachant que tu faisais de base un style d'art qui était assez peu connu du grand public. Et il y avait d'abord, c'était vraiment circonscrit à la communauté queer. Et puis derrière, c'est devenu un peu stylé. Maintenant, c'est beaucoup plus mainstream. Enfin, je veux dire, les parents, les grands-parents au moins situent ce que c'est. Comment ça a été vécu, ça, dans la communauté LGBT? Ça a été le grand succès de Drag Race France. C'était une vraie fierté de faire partie de cette première saison parce que pour la première fois, dans un seul programme, on parlait de transidentité, on parlait de VIH, on parlait d'homophobie, on parlait de violence, on parlait de féminisme. Donc c'est la grande victoire de l'émission. Et sur la tournée, on avait des grands-pères qui venaient avec leurs petits-enfants. Les gens ont enfin compris que c'était une discipline artistique, que c'était du divertissement pur, qu'on était juste là pour amener de la joie dans la vie des gens avec des paillettes, avec des lumières et des couleurs. Donc c'est le grand succès. Après, on est à la 3e saison, il y a All Stars qui arrive bientôt. On a envie que ça dure, on a envie que les gens nous comprennent enfin. Et le drag, c'est du coup effectivement le divertissement pur. On sait que le divertissement est un super outil pour faire passer des beaux messages. C'est trop beau, trop fier d'avoir fait partie de ça. Maintenant, moi, j'ai envie de faire passer des messages un petit peu plus dans la dentelle. Et maintenant que le gros du travail est fait, c'est vrai qu'avec la musique, je fais quelque chose d'un petit peu plus fin. Une métaphore, tout ça. Et justement, au moment où tu construis ton identité artistique sur le pan musical, est-ce qu'elle vient, cette question de mainstream ou niche, faire ce que j'ai envie de faire ou faire ce qui va plaire? Ouais. C'est vrai que pour la première fois, le drag étant ce qu'on peut faire de plus punk, l'esprit c'était plus fuck everybody et on fait ce qu'on veut. C'est ça qui m'intéressait au début. Je garde ça pour la musique parce que voilà, mon projet a pas. C'est compliqué de le définir. C'est de l'électro, ça joue un peu avec la techno par moment. C'est des textes assez élaborés en parallèle. Donc je vais continuer de faire ce que je veux. Après, ce que je trouve magnifique dans la musique, c'est le fait que ça va parler à des personnes totalement différentes. Et c'est peut-être un petit peu. Le but, c'est de convaincre avant de séduire, et puis l'inverse. Là où avec le drag, je séduisais et ensuite je faisais passer les messages. Yann, ou plutôt devrais-je dire la grande dame. Est-ce que tu peux nous parler de Magenta Club avec qui tu feats sur ton EP? Ouais, c'est un super groupe pour les fans de Fauve. Ça vous dira peut-être quelque chose parce que c'est eux, c'est Fauve. Et ils sont partis dans l'électro il y a quelques années. C'est mon groupe favori, c'est mon number one sur mon Wrapped Spotify. Et il y a 2 ans, en train de composer, je les écoutais beaucoup
beaucoup. Je fais écouter un de mes morceaux à mon meilleur pote qui me dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire, c'est du Magenta. Donc j'étais en train de les copier sans faire exprès parce que c'était juste dans mon esprit totalement. Et pour pas m'avouer vaincu, je les ai contactés en leur disant écoutez les gars, je suis en train de vous pomper, vous voulez pas m'aider à finir le morceau? Et c'était en mode mais de ouf. Et donc génial. On a pondu Est-ce que tu penses à moi comme ça? Et il y a un second titre qui s'appelle Toujours dans Parfum Orange, dans l'EP, que j'adore et je me suis vraiment trop fait plaisir avec eux, quoi. Est-ce que tu as été de ceux en plus qui regardaient un peu dans le vide en écoutant Blizzard, tout ça? Ben voilà, donc quand tu fites avec, c'est cool. Mais j'ai fait tout leur album dans lequel il y a ce morceau-là, Ultramarine, en pleine rupture, et ça fonctionne aussi. Sauf que ça bouge un peu mieux. Écoutez, vous avez des recos si jamais vous avez besoin d'aide en ce moment. Magenta Club. Et justement, quand vous êtes anxieuse ou triste, vous êtes plutôt du genre à vous anesthésier, c'est-à-dire à dormir, à vous poser comme ça ou quoi. Plutôt du genre à essayer de réfléchir là-dessus et de prendre acte, ou plutôt du genre à vous occuper, que ce soit en faisant la fête, en vous noyant dans le travail. Enfin, quelle est votre école, si je puis dire? Moi, je construis plein de trucs. C'est vrai? Ouais, il y a un endroit où je me fais ok, donc là je suis en train de taper une phase hyper étrange et hyper ok, donc là ça c'est ma chambre, donc je vais construire une étagère là. Et je vais genre partir chez Bricorama et je vais acheter genre 3 planches et ça va me coûter des millions d'euros, parce que Bricorama c'est des millions d'euros. Et tu rentres Bricorama veut faire un partenariat avec Kim Julin. N'hésitez pas, j'ai besoin de plein d'étagères. Mais non, il y a cet endroit où j'aime bien faire des choses avec mes mains, des choses où je sais que je suis pas capable de le faire. Parce que du coup, il y a un endroit où mon anxiété, du coup, ça va être ça. Ça va être putain, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à planter un clou. Plus que, oulala, c'est quoi ce scénario, comment je le voilà. Ça devient une anxiété plus palpable. Moi, parfois, je me dis, est-ce que les gens en 1950 auraient pu stresser sur ça? Grave. Parce que, même des fois, je me dis, genre, comment là, quelqu'un qui en 1950 s'amuserait cet après-midi? Donc, lire un livre, c'est ok. Aller se promener, c'est ok. Scroller, c'est pas ok, même si ça a une autre business, toi et moi, Charlotte, mais bon. J'adore ces outils-là. C'est Cher qui dit que si c'est pas un problème dans 5 ans, c'est pas un problème. Exactement. I love that. Exactement. Moi, je pense à elle tout le temps. C'est tellement éternel que bon. Oui, ça a fonctionné pour elle. Ouais, ça donne envie. Donc, vous êtes de quelle école, vous? Moi, j'ai tendance à écrire beaucoup. Vraiment, depuis que je suis toute petite, quoi. Quand j'ai quelque chose qui m'angoisse, j'écris, je remplis des carnets et tout. Donc, c'est un peu ma façon à moi de mettre peut-être des mots sur ce que je ressens et le rendre aussi peut-être un peu tangible, parce que du coup, si je le pose sur le papier, ça veut dire que c'est concret, entre guillemets, en tout cas pas que dans ma tête. Et donc voilà, maintenant j'aimerais bien essayer d'en faire quelque chose de tout ça. Enfin bon, là j'ai fait le spectacle, mais c'était la première fois que j'osais le faire, quoi. Et voilà, l'écriture, vraiment, je trouve que c'est un moyen d'expier un peu ses passions, quoi. Il y a un truc, c'est névrose, tout ça, quoi. Et le seul en scène, Seul comme Maria, c'est toi qui t'es posé avec ton compère Théo Askolovitch pour te dire j'ai envie de faire un truc sur Maria Schneider, voilà, on va faire ça, ou c'est venu de petites notes peut-être que t'avais faites et tu t'es dit on va en faire un truc? C'est plus venu de petites notes que j'avais prises en fait depuis mes 18 ans, notamment quand on m'a comparé à elle quand j'avais 18 ans dans la rue. C'est assez violent. Voilà. Et que je tombe sur des sites porno en tapant son nom, et c'est violent pour moi et pour elle aussi, qui a finalement été ramenée à ça aussi toute sa vie, quoi. Donc c'était plein de petites notes, plein de petits textes, et Théo il est arrivé dans une deuxième partie, c'est-à-dire quand j'avais écrit une première version du texte pour me dire bon bah là ça c'est intéressant, ça l'est moins, là il faudrait que tu creuses à cet endroit-là, et parfois c'est moi qui lui tenais tête, et on a construit un peu le spectacle comme ça. Et comme il est metteur en scène et que j'avais déjà travaillé avec lui, il voyait aussi comment ça allait s'exprimer, se développer, s'épanouir sur scène, et avec la lumière, la musique et tout ça. Et moi, j'étais plus dans le texte pur, quoi. Et ça donnait, c'est une collaboration qui était trop chouette, et j'étais trop contente de le faire avec un homme aussi. C'était important pour moi qu'on partage ça ensemble. Enfin, c'était hyper beau. Enfin, je suis trop fière de l'avoir fait avec lui. Et voilà. Je participe à son prochain spectacle au Théâtre de la Bastille en novembre prochain, qui est sur le deuil d'une famille. Et cette fois, c'est moi qui l'ai aidé aussi à parler de son trauma, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est guéris tous les deux grâce à l'écriture, à la création, quoi. C'est chouette. Ouais. Kim, toi, on va parler de ton partenaire aussi de jeu, là, pour le coup, dans ce film After Love qui sort la semaine prochaine, qui à un moment dit aujourd'hui, à force de rencontrer tout le monde, on ne rencontre plus personne. Et toi, à un autre moment, tu répètes que vous vivez à l'époque la plus heureuse qui soit,
On voit que tes yeux contredisent clairement ce que dit ta bouche. Est-ce que c'est tous les deux une façon différente d'analyser l'anxiété d'une époque ? Ouais, c'est possible. Je crois que... Après, le film Alter Love, il retrace quand même le ressenti du réalisateur à travers deux personnages qui, eux, sont radicalement opposés. Donc, c'est ce que moi j'ai trouvé hyper fascinant là-dedans, c'est que Jonathan Taeb, le réal, il a vraiment cette vision-là de ce que pourrait être l'amour aujourd'hui, de ce que ça pourrait être aussi si on essaye de s'échapper des sites de rencontres et de nos portables et je pense qu'il a un peu ce fantasme-là d'une rencontre vraie et brutale et violente et en même temps qui te retourne tout et tu te réveilles le matin et tu fais oh j'ai changé. Donc je crois qu'il a vraiment fantasmé ça, et donc quand il a casté Victor Poirier, qui m'a casté moi, on était vraiment opposés à nos personnages aussi, et donc je crois que dans ces phrases-là est reflétée l'entièreté du ressenti de Jonathan. Je pense que il a eu besoin de retracer toute l'angoisse d'une génération qui en plus n'est pas la sienne. Donc c'est voilà, un mélange entre sa projection de ce qu'on est et en même temps de ce qu'on aimerait être. Et voilà, je crois que mon personnage Jade, elle reflète vraiment plutôt essayer d'être à l'aise et essayer d'être... de toute façon, on est dans cette époque, donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre que de vivre dans cette époque, et on va l'assumer comme ça et on va y aller. Et lui, plutôt, donc interprété par Victor Poirier, Léo, il y a un peu cet endroit d'une plus grande nostalgie de ce que c'est que l'amour plus petit, pur, et voilà. On voit qu'il a envie de tomber amoureux, ce personnage. Ouais. On va pas spoiler. C'est en salle la semaine prochaine, de toute façon, After Love. Est-ce que vous trouvez, et là c'est un peu relatif à cette question que je te posais sur l'époque Kim, qu'il est possible de n'avoir aucune anxiété dans notre monde actuel ? Non, si. Je crois pas, hein. Il y a des gens qui doivent vraiment être bien. Je crois que c'est pas le bon groupe de personnes. Ouais, c'est clair. Non, je pense qu'il y a des gens qui vont bien, et heureusement. Mais je veux dire, une personne qui suit les actus, qui... Ouais. Bah, c'est ça. Je sais plus qui racontait ça, mais j'avais vu quelqu'un qui disait que le secret d'une vie heureuse, c'était justement de se déconnecter un petit peu du monde. Mais alors, est-ce que du coup, certains groupes sociaux ont plus facilement accès à la tranquillité d'esprit ? Parce qu'évidemment, souvent, tu vois, les leçons de chill, enfin vraiment les injonctions à rester calme et accueillir le jour et je ne sais quoi, souvent, c'est ça vient de personnes qui ont de la chance. Et c'est pas grave, tu vois, mais des gens qui ont la chance socialement de ne pas avoir à se battre pour leurs droits. On est aussi dans un monde où on est surexposé à l'information, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être un privilège de ne pas être trop renseigné ou pas trop... Ouais. Pas avoir accès peut-être à l'information, ça aide. C'est triste d'en arriver là. Parce que tu vois, par exemple, une personne trans, ces jours-ci, avec ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne, il y a eu du coup des lois complètement... inutiles. Non, mais même c'est inattendu, qui ont été votées. Je sais pas, vu que ton intégrité est directement menacée, si en fait tu peux dire, moi les infos... oui, non, c'est ça. Et c'est ça, en fait, qui est fou. C'est qu'à nouveau, il y a un privilège dans le droit à la déconnexion, je trouve. Je pense qu'on va connaître une génération qui va rejeter l'information comme ça. Oui. Et c'est vrai que ça nous paraît... Ce que tu viens de dire paraît complètement contre-intuitif, mais je pense qu'on va voir une génération de gens qui refusent de s'informer en réponse à la violence que représente cette information. Mais ça ne va pas aider. C'est ça le problème. Et à l'inverse, justement, face à tous les problèmes du monde, est-ce que parfois... vous trouvez le confort culpabilisant? Je m'explique. Vous vous dites, j'ai tout, pourquoi là je vais pas bien? Je suis une merde de pas aller bien alors que j'ai tout et que des gens galèrent. C'est vrai, c'est le cercle vicieux dans lequel on peut se retrouver, dans lequel je me suis retrouvé. Il faut casser ça en essayant d'aller bien, soit de... Je sais pas, non, il faut essayer d'aller bien. Il faut aussi s'autoriser à légitimer, je trouve, sa souffrance, où il y a un endroit où on a constamment le syndrome de j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, le syndrome de l'imposteur, mais que ce soit dans nos métiers, de est-ce que je suis légitime de faire le travail que j'ai, ou juste est-ce que je suis légitime d'être triste. Et je pense que parfois, il faut accepter que,
Et puis se dire que tout le monde a ça, quoi. Grave. Oui. C'est qu'on n'est pas. C'est peut-être une façon aussi de se déculpabiliser sur l'égocentrisme, c'est de se dire qu'on est. On est vraiment en train de vivre une expérience très humaine. Ouais, et que tout le monde expérimente. Complètement. Donc vous arrivez à expliquer aux gens quand vous êtes anxieux, quoi, sans honte, dire voilà là. Moi, je peux ressentir de la culpabilité parfois à le raconter à mes amis, dans le sens où j'ai l'impression que comme on nous répète que la pensée est créatrice, j'ai l'impression de les contaminer parfois d'une certaine d'une négativité en fait. Donc parfois, j'ai l'impression de presque un peu gâcher le moment si j'exprime ce qui va me rendre triste et mon mal-être en fait. Quand je l'exprime, parfois je ressens une sorte de culpabilité. Donc parfois je suis pas dans le mensonge bien sûr, mais des fois je m'empêche. Je m'autorise pas en tout cas, parce que je me dis là peut-être mon amie elle est pas en capacité de le recevoir, peut-être qu'elle-même va mal, peut-être pire que moi, et parfois ça me questionne beaucoup. À quel moment je peux le dire et comment, pardon. C'est bien, je trouve, dans un sens. Bien. Parce que c'est vrai que de recevoir l'information que ton ami va mal, des fois ça peut être un peu compliqué. Ça peut être dur. Je pense que si tout le monde est fait un petit peu attention, ça devrait bien se passer. Et en même temps, du coup, faut pas non plus passer tous les moments amicaux à être dans une sorte de faux self, à mentir sur soi, et tu vois. Mais c'est là que je pense qu'on mesure une relation saine. Ou pas. Oui. C'est quand tu fais attention bien sûr à l'autre et que c'est pas un déversoir. D'être soutenu quand même, de pouvoir dans la difficulté t'exprimer. Et à nouveau sur cette anxiété, ça peut aussi permettre, quand on l'affronte seul aussi, et si tu l'écoutes, t'as quand même des vérités qui viennent te frapper aussi, bien sûr. Et ça peut simplifier. C'est quoi la chose la plus réconfortante, que ce soit un ami ou quelqu'un de votre famille, ou même quelqu'un sur internet ou un inconnu pendant une soirée, là, les discussions dans les toilettes, dans les bars et dans les boîtes de nuit, la chose la plus réconfortante qu'on vous ait dit? Je fais une faute d'orthographe à l'oral. Je crois que on est là, quoi, où je suis là, et t'inquiète pas, quoi. Ça va aller, on va faire ça ensemble. Je pense que ce sentiment grégaire de t'es pas tout seul et we got you. Moi, je pense que c'est un peu un lieu commun, mais je sais pas si c'est un lieu commun, mais c'est de la phrase moi aussi qui a été assez célèbre récemment et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai des personnes de mon entourage ou pas qui me disent moi aussi j'ai vécu ça, je me sens moins seule. Et je trouve que c'est hyper réconfortant de se dire que comme tu disais tout à l'heure, c'est très humain et on est dans un endroit que quelqu'un d'autre a traversé et qui va peut-être nous donner les clés qui sont des sorties. Ça, je trouve ça très chouette. Charlotte? Moi, c'est vrai que depuis quelques mois, je ressens beaucoup de ça avec les commentaires que j'ai sous mes vidéos, notamment quand je parle du 9 mètres carrés. En fait, j'avais pas du tout pour projet de représenter quoi que ce soit ou d'être le porte-parole des femmes vivant dans des petits logements. Et en fait, ça s'est fait un peu malgré moi, puisque parlant d'un sujet qui est pas forcément beaucoup traité, ou en tout cas pas comme je le fais, c'est-à-dire avec optimisme et espoir. Et dans un monde où l'influence se veut parfois maximaliste, en plus, il faut accumuler les objets. Et surtout dire que tout va bien et ne pas montrer les failles et les difficultés. Moi, j'essaye de le faire avec légèreté pour pas non plus tomber dans un truc de ça galère, c'est la merde. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées là-dedans et qui me l'expriment, et ça fait chaud au cœur. Ça fait aussi bizarre quand c'est pas le but et que la finalité reste quand même le fait de rassembler et de rassurer et de se dire c'est bon. Et donc finalement, ça vient atteindre un but que tu t'étais même pas forcément fixé. Absolument. Et ça vient aider les gens. Et parfois, ça peut être aussi un réconfort de savoir que des mots qu'on vient poser comme ça au hasard et qu'on tente, qu'on hasarde, peuvent toucher, aider d'autres personnes. Parfois même les mots qu'on aurait aimé entendre aussi.